Le chef-d'œuvre aux 180 millions d'entrées. J'ai quelque chose à vous dire, vous allez pas aimer. Quoi, je suis viré? Vous êtes buté. Comment ça muté? Où ça? Dans le nord. Dans le Nord, à Levallois? Plus haut. Saint-Denis? Un film émouvant, une aventure humaine. Eh, tu savais que ça permet de chiffrer vos données puis masquer votre adresse IP là? Quoi? Bah si, c'est pour renforcer votre confidentialité sur internet. Un code protection anti-menace et tout là. Et puis il reste actif même quand t'as pas connecté sur VPN hein. Comme ça bah t'as peu bloqué les sites malveillants, le tracker web. Vous allez bien? Votre bouche, là, ça va? Votre mâchoire, là? SnorVPN, un film qui... un film. Mais plutôt que d'aller dans le Nord, je pourrais pas utiliser un espèce de changement d'emplacement virtuel qui permettrait de contourner les géorestrictions Et regardez les films Netflix et Disney+, pas encore sortis en France, oui, je sais. Non. Par le producteur de J'ai acheté des baskets chez les Basques et ça va? Moi ça va. Je vous mets Disney Plus? Mais comment ça, des peluches? Ben non, Disney Plus, le thé à Mickey. Mais je veux pas des peluches à Mickey! Mais qu'est-ce que c'est? Vous avez vu l'âge que j'ai? 2h30 de quiproquo absolument interminable, regardable sur 10 appareils en simultané. Téléphone, ordi, Apple TV, Android TV. Avec 4 mois d'abonnement supplémentaire sur les abonnements NordVPN de 2 ans. Satisfait ou remboursé sur les 30 premiers jours. Offre uniquement disponible via le lien en description. NordVPN hein. Tu connais pas Tiger? Tu connais pas Tiger? Paperboy maintenant, ça tient dans ta main. Pour gagner ta vie, il faut que tu bosses. Attention, danger sur ton vélo cross. Tiger, la force est dans ta poche. Tiger, la force est dans ta poche. Les Tigers, une catégorie bien particulière du jeu vidéo, hein, un incontournable des années 90. Tous les gens de ma génération se souviennent non seulement de ces pubs un peu bizarres avec un fond de vieux rap Trompe la mort, tu auras le record. mal rappé, et de ces petits trucs qu'on appelait plus communément des jeux électroniques. Et bizarrement, personne n'a la nostalgie de ça. Clairement, autant la nostalgie ça marche sur plein de vieux trucs, mais là, bizarrement tout le monde s'en fout. Et je ne suis même pas sûr en vrai que les gens de moins de 25 ans aient déjà eu ça dans leurs mains. Alors, un peu d'explication. Nous sommes au début des années 90. Ça y est, c'est votre anniversaire. Et à cette occasion, pour vos 10 ou 12 ans, vous avez demandé comme cadeau à votre mamie ou à votre maman qu'elle vous offre un jeu Batman, ou encore Megaman, ou pourquoi pas un Sonic 2. Et là, votre tantine vous tend votre paquet toute contente. Tiens, voilà mon chéri, j'ai trouvé ce que tu voulais. Sauf qu'en voyant la forme du paquet, vous commencez à avoir des doutes. C'est beaucoup plus petit qu'une boîte de Mega Drive ou de NES, ce truc. Vous prenez votre courage à deux mains, déchirez délicatement le papier cadeau, car vous voyez déjà le malheur arriver. On vous a offert un jeu Tiger Street Fighter 2. Alors, ce n'est pas ça que tu voulais mon chéri? Nous allons parler d'une société américaine qui a marqué le monde du jeu vidéo, il s'agit de Tiger Electronics. Une boîte qui a commercialisé tout un tas de gadgets et de jouets comme Furby. Si, c'est eux. Mais surtout qui a littéralement inondé le marché dans les années 90 de titres très connus comme Shinobi, Mortal Kombat, Double Dragon, Megaman, Castlevania Symphony of the Night ou encore une tripotée de Sonic et j'en passe. Bref, plus fort que Sega, Konami, Acclaim et Capcom réunis. Sauf que les jeux que je viens de citer bien évidemment n'étaient pas des jeux à destination des consoles mais c'était ces petites merdes là avec un écran qualité calculette qui étaient faites pour se jouer comme une console portable. Sauf que à la différence de ces dernières, les capacités de la machine sont... ouais, très limitées, disons-le, avec un écran dessiné au fond, là, des sprites en noir et blanc prédéfinis sur l'écran de la machine, et une animation inexistante. Et surtout, le hardware était bien naze, un appareil, un jeu. Et donc, on va parler aujourd'hui de leur histoire. Tiger Electronics a été fondé en juin 1978 à Vernon Hills, au nord de Chicago, par Gerald Reisman, ainsi que ses 3 enfants, Randy, Arnold et Samuel. Quelques années plus tard, en 1986, Samuel quittera l'entreprise et Gerald laissera sa place à Randy, qui prendra alors la tête de l'entreprise. La fin des années 70 correspond à une période qui est importante pour l'industrie du jouet parce que c'est à ce moment-là qu'émergent les jeux électroniques. Alors, on a bien sûr le jeu vidéo qui est sur le point de connaître un âge d'or au début des années 80, mais d'abord c'est le jeu électronique qui pointe son nez.
Un petit peu avant, Mattel, le fabricant de Barbie et qui sera justement derrière l'Intellivision, avait lancé en 1976 le tout premier jeu électronique portable de l'histoire, Autorace, un jeu qui recycle les composants d'une calculatrice et qui fonctionne à l'aide de diodes qui s'allument et s'éteignent sur un écran. Très basique, hein, mais suffisant pour amuser les gens de cette époque, car il sera suivi un petit peu plus tard de toute une gamme de jeux de sport sur le même modèle. C'est dans ce contexte-là qu'est créé Tiger Electronics, et l'un des tout premiers produits qu'il commercialise, ça n'est pas un jeu électronique, c'est un tourne-disque, donc rien à voir. Mais cependant, on voit qu'ils ont déjà leur futur modèle économique, parce que pour vendre ce tourne-disque, ils achètent plein de licences. On a des tourne-disques Mickey, Spider-Man, Hulk, ou même encore Kiss. Dans le même temps, la marque lance aussi leur premier jeu électronique, Mini Flipper, Rocket Pinball, et un autre, Subwars, qui a la vague apparence d'un périscope. Et ces jeux électroniques, c'est ça qui va faire l'ADN de la marque. On fait un petit bond dans le temps, entre 1982 et 1984, une période cruciale dans l'histoire, puisque déjà c'est mon année de naissance pour commencer, mais aussi dans l'histoire du jeu vidéo. Une année cruciale pourquoi ? Eh bien parce que c'est l'explosion de l'arcade et du marché domestique des consoles, et aussi des ordinateurs qui commencent doucement à être accessibles au grand public. Là, Tiger a eu une grande vision, En voyant le succès de l'Atari 2600, l'entreprise ouvre une filiale qui s'appelle Tiger Vision, et qui effectue des conversions de jeux d'arcade vers l'Atari. Alors bon, les conversions, j'ai déjà expliqué, c'est facile, c'est rapide et c'est aussi un peu de la merde. Ce qui conduit au final à une surproduction de jeux, la plupart médiocres, ce qui oblige les éditeurs à brader leurs titres dans l'espoir de pouvoir les vendre. Chez Tiger Vision, leur premier jeu édité, c'est King Kong. Alors, une info qu'on va mettre de côté pour plus tard, juste souvenez-vous-en. Bref, donc surproduction de jeux de merde, je disais, le public perd confiance dans le jeu vidéo, c'est le fameux crash du jeu vidéo de 1983 qui balaie toutes les consoles américaines du marché. Par ailleurs, je le redis encore, mais le crash du jeu vidéo de 1983, on lit partout que oh là là, le jeu vidéo a failli disparaître comme les dinosaures, ils ont enterré les cartouches de E.T. dans le désert, c'est l'apocalypse. Mais pas du tout. Le crash du jeu vidéo de 1983, c'était un crash américain du jeu vidéo. Le marché européen et japonais n'ont pas du tout été affectés. Mais comme souvent, aux États-Unis, ils en font des caisses et ils ont tendance à dire que ce qui leur arrive à eux est mondial. Bref, Tiger subira quand même de plein fouet cette crise du jeu vidéo aux États-Unis et verra sa filiale Tiger Vision fermer après moins d'une dizaine de jeux. Cependant, il y a quelque chose d'important qui se passe à ce moment-là pour Tiger, c'est que à partir de 1983 jusqu'à 86, une succession de procès s'ouvre entre Universal et Nintendo. Et pour une fois, c'est pas Nintendo qui déclenche le procès. Alors, pour la faire courte, Universal porte plainte contre Nintendo car ils estiment que Nintendo fait de la contrefaçon de King Kong avec le personnage de Donkey Kong. King Kong, dont les gens d'Universal se disent propriétaires. J'insiste, vous allez voir. Mais Nintendo finit par gagner le procès grâce à Kirby. Non, pas celui-là, l'autre. John Kirby, l'avocat, qui donnera d'ailleurs son nom au personnage de Nintendo. Si, je vous jure, Kirby, ça vient du nom d'un avocat. D'ailleurs, anecdote, il sera un des premiers à recevoir le jeu sur Game Boy, et il se verra aussi offrir 30 000 $, ce qui est une belle somme pour l'époque, et un voilier qui, pour la blague, portera le nom de Donkey Kong, qui obtiendra l'exclusivité éternelle du nom pour tous les bateaux. Donc, il n'y a qu'un seul bateau au monde qui s'appelle Donkey Kong, et c'est celui de Kirby. Voilà. Mais bref, donc revenons au procès, car ce monsieur Kirby, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pu établir que Universal avait en fait déjà prouvé lors d'une précédente affaire que King Kong était tombé dans le domaine public. Et que c'est ce qui leur avait permis de faire un remake du film de 1933 en 1976. Les vilains petits menteurs. Bon, alors depuis, ils ont évidemment enterré la hache de guerre, la preuve étant que les parcs Nintendo sont dans les parcs Universal. Mais alors pourquoi je vous raconte tout ça C'est quoi le lien entre Universal, Tiger et Nintendo ? Eh bien, il y en a un. On retourne dans le passé, avant le procès. Lors d'un voyage au Japon, Randy Risman, le futur PDG de Tiger, se trouve à Tokyo et découvre la borne Donkey Kong que Nintendo vient tout juste de sortir. En la voyant, il flaire déjà le hit potentiel, et donc il se dit que Tiger doit produire un jeu similaire. Et comme il est question de singes, pourquoi ne pas utiliser le plus célèbre d'entre eux à cette époque, à savoir
King Kong. Tiger envoie donc une lettre en septembre 1981 à l'entreprise qui semble avoir les droits du personnage, à savoir Universal. On est avant le procès contre Nintendo, je rappelle. King Kong étant une licence mineure pour la compagnie, les gens d'Universal, pas au courant du succès de Donkey Kong, décident, fin 1981, de leur filer la licence pour une bouchée de pain. Licence qu'ils n'ont pas, c'est dans le domaine public, donc ils vendent les droits d'un truc sur lequel ils n'ont pas les droits. Mais bon, en tout cas, tout ça va permettre à Tiger de produire plusieurs jeux électroniques et jeux vidéo avec le singe en tête d'affiche. Sauf que, début 1982, Universal découvre le poteau rose, car Donkey Kong connaît un très grand succès dans les salles d'arcade. Ils comprennent immédiatement alors qu'ils se sont fait baiser et que Tiger va se servir de leur licence pour faire des copies Wish de Donkey Kong en utilisant l'image de King Kong. Sauf que, je rappelle, ils n'ont pas les droits de King Kong, qui est toujours dans le domaine public. Eh bien, qu'à cela ne tienne, MCA, la maison mère d'Universal, dépose la marque pour obtenir les droits, pour de vrai ce coup-ci, de King Kong, et saute sur le cul de Tiger. Donc, le contrat est annulé, ça part en menace avec des séries de renégociations, lettres d'avocats, Universal exige plus de fric pour les droits de Donkey Kong, etc. Et un jour, Tiger se rend compte que... attendez, quand on a signé le contrat avec vous, là, en 1981, vous aviez pas les droits, en fait. Vous l'avez déposé il y a 2 mois, la marque King Kong, bande d'escrocs. Oups. Bon, Universal est un petit peu emmerdé quand Tiger découvre ça, parce qu'au même moment, Universal prépare son procès contre sa vraie cible, Nintendo. Et ils ont peur que Tiger vienne les emmerder. Donc ils préfèrent s'en faire des alliés. Donc bon, allez, tenez, si vous modifiez 2 ou 3 détails, là, genre le charpentier, il devient pompier, on vous rend la licence et vous nous ficherez la paix. Et c'est comme ça que Tiger obtient finalement le droit d'utiliser King Kong et sortira son jeu. D'ailleurs, voyant qu'il y a potentiellement un max de pognon à se faire dans le business du jeu vidéo qu'il ne connaissait pas 6 mois plus tôt, Universal créera son propre studio, MCA Video Game, qui sortira le nombre incroyable de... 0 jeux. Ouais. En vrai, leur seul fait d'armes sera de s'en prendre à Nintendo, une compagnie qui en 1982 était minuscule comparée à Universal, géant américain qui joue à domicile, et pour cela, ils tenteront de racketter littéralement toute entreprise qui utilise un singe qui s'appelle Kong. On sait qu'ils perdront aussi, d'ailleurs on l'a déjà dit, à cause de la nébulosité sur l'appartenance des droits. Mais alors, vous me direz, pourquoi Universal s'amuse à attaquer en justice les gens alors que leur détention sur les droits de King Kong n'était pas vraiment claire ? C'est parce que c'est la méthode Universal de l'époque. C'est d'ailleurs un truc qui se fait encore beaucoup aujourd'hui. Vous nous filez un pourcentage sur toutes vos ventes et on vous traîne pas en justice. Et la plupart des entreprises cèdent parce que tu reçois un courrier d'avocat d'Universal... tu te chies dessus en général, même quand t'es dans ton droit. Parce que tu sais très bien qu'ils peuvent faire traîner un procès pendant des années. Et oui, c'est du racket, littéralement. Et que ce soit Atari ou Coleco ou encore Purina, connu pour ses croquettes de chiens et ses céréales Donkey Kong, je ne plaisante pas, Universal se fera un paquet de fric et touchera des royalties sur la diffusion de plein de trucs, y compris sur la série animée Donkey Kong de 1983, alors qu'ils avaient même pas les droits. Et ça, c'est fort. Pour finir ce segment Donkey Kong, au final, même si Tiger a obtenu l'autorisation d'utiliser King Kong, un juge américain trouvera l'hommage envers Donkey Kong, disons-le, un petit peu trop appuyé, et établira que les versions produites par Tiger, soit une demi-douzaine de jeux, sont des contrefaçons du jeu Donkey Kong. Après cette bataille judiciaire, Tiger continue son business de jeux éducatifs et électroniques. En France, on trouve d'ailleurs plusieurs de ces jeux sous la marque Orlytronic, dont le fameux King Kong, mais la véritable invasion, elle, débute à la fin des années 80. Tiger tire sa première salve de jeux, avec notamment des reprises de jeux d'arcade populaires comme Shinobi, Paperboy ou Double Dragon. Et surtout, ils accompagnent le tout avec cette fameuse pub qui rappe et qui vous promet littéralement de mettre une borne dans votre poche. Enfin, dans la version française, uniquement. Pour les Américains, c'est quand même bien moins punchy. Some people will do anything to take their favorite video games everywhere they go. Parce que Tiger comprend que pour vendre sa mère, ces jeux électroniques, il faut investir massivement dans le marketing. Que ce soit dans la publicité, mais aussi dans les licences de jeux qui fonctionnent à cette époque. Et il faut taper partout, depuis Terminator jusqu'à la petite sirène, en passant par les séries de merde qui passent à la télé. Et même si ces jeux sont pas terribles,
rien de le dire. Puisque, je le redis, mais il n'y a qu'un écran fixe sur lequel se déplacent des sprites de manière segmentée. Il n'y a pas de véritable animation, c'est juste des sprites qui s'allument et qui s'éteignent. Bon, forcément, c'est en noir et blanc, et pour peu que tu joues au soleil, tu vois absolument rien du tout parce que c'est pas rétro-éclairé. En plus, l'écran est dégueulasse et je sais pas par quel exploit, mais il est tout le temps rayé. Même quand le produit est neuf, c'est rayé. Et les contrôles sont parfois stupides, Tu te dirais que ça va juste reprendre une croix directionnelle classique, mais non, même pas du tout. Des fois, le bouton de gauche ne sert plus à se déplacer, mais à esquiver ou à ramasser des objets. Sur le jeu Sonic, le bouton saut est sur la croix directionnelle. Pourquoi? Je sais pas. Je veux dire, même sur Mega Drive, tous les boutons de la manette servent à sauter, alors pourquoi changer ça? Bon, alors après, ils avaient conscience que le son était insupportable, puisqu'on retrouve sur toutes les versions le bouton pour couper le bruit. Les parents ont été respectés. Mais malgré ça, les Tiger, c'était quand même de la bonne grosse merde avec juste un joli emballage. Et pourtant, c'est un véritable carton qui va durer jusqu'au début des années 2000. Pourquoi? Parce que pour une fois, Tiger n'a pas ignoré le marché européen et au contraire, il l'inonde. Alors que l'Europe, normalement, c'est la 18e roue du carrosse dans le monde du jeu vidéo à cette époque. Europe et Japon, où c'est Sega qui effectue la distribution. Et même au Brésil, Et pour ainsi dire, rien qu'en 1991, ces jeux représentent 70% du chiffre d'affaires de Tiger. Mais alors, comment expliquer un tel succès? Les licences, oui, bien sûr, mais surtout une maîtrise des coûts, parce que regardez... c'est littéralement tous les mêmes. Les coques de jeu sont standardisées avec quelques variations, bien que parfois les boutons peuvent légèrement changer. Il n'y a pas de vraie différence sur leur emplacement. Et le hardware, c'est le même. Il y a juste à faire les autocollants un peu mal dessinés, modifier le dessin de fond de l'écran LCD, hop, et le tour est joué. Pas besoin de prendre un an ou deux pour programmer un jeu, ça se fait à la chaîne, c'est sous-traité à Hong Kong ou à Taïwan, là où c'est moins cher, et hop là, let's go. L'équipe américaine, elle est réduite à une 50aine d'employés à peine. Ce sont tous ces éléments combinés qui permettent d'avoir un prix très bas pour un jeu qui se prend pour un jeu vidéo, mais qui n'est pas un jeu vidéo. Un truc low cost, abordable pour les parents, qui cible autant les filles que les garçons. Et même les adultes, avec des jeux électroniques basés sur les casinos ou sur la roue de la fortune. Et avec un prix bien inférieur à un vrai jeu qui ne demande en plus pas de console à acheter comme prérequis. Et donc parfait pour... les anniversaires! Voilà, on revient au début. Les Tiger, dans les années 90, c'était vraiment le symbole des cadeaux achetés à l'arrache à Auchan 10 minutes avant d'aller au goûter de ton pote. Mais tout ne fonctionne pas forcément bien chez Tiger, eux-mêmes le disent. Enfin, Brian Rubash, qui a été directeur marketing web de la firme entre 1997 et 2002. Il y a bien une chose que nous faisions vraiment bien, c'est que si quelqu'un voulait réaliser quelque chose chez Tiger, il pouvait se lancer dans le projet et le finaliser en 1 mois. Ça nous a permis de lancer un paquet de conneries sur le mur, en espérant que l'une d'entre elles s'y accroche. Et nous balancions tellement de merde sur le mur pour voir celle qui collerait, je crois que nous laissions tomber les produits plus rapidement que ce que la plupart des gens auraient fait. Donc si quelque chose commençait à se vendre, même si nous avions dépensé 20 millions de dollars, on essayait simplement d'écouler le plus de stock possible. Et on avançait sur le prochain truc que nous pouvions lancer contre le mur. Et c'est tellement vrai ce que raconte Rubash, car si un certain nombre de choses ont fonctionné, enfin du moins ont collé au mur à l'image des jeux LCD, et qu'ils n'ont pas hésité à en produire par paquet entier, d'autres ont fait un four, à l'image du Airzone. Cette machine sort en 1995, à un moment où les jeux LCD deviennent moins attractifs. Il faut dire que face à une Super Nintendo en bonne et due forme ou une PlayStation, le petit jeu électronique, même s'il affiche un autocollant Mortal Kombat, ça donne moins envie. Pour concevoir sa machine, Tiger s'inspire des modes du moment. Les casques de réalité virtuelle, notamment. Et ouais, déjà, Il s'inspire donc du Virtual Boy de Nintendo, reprenant même l'affichage des graphismes en rouge et noir, parce qu'ils se sont probablement dit que si Nintendo faisait ça, c'est qu'il devait y avoir une super raison que eux ne connaissaient pas. Mais au final, c'est juste un Virtual Boy sous forme de monocle et un bandeau pour tenir ça sur la tête. Et comme souvent avec ce genre de truc... Eh ben, t'as l'air débile, voilà. Et en bonus, c'est pour l'œil droit uniquement, hein. L'œil gauche, il est puni. Sauf que, comme je peux pas bouger mes yeux de manière indépendante, je me retrouve à loucher en permanence.
Le tout est quand même très bien emballé par les génies du marketing Tiger avec cette promesse de vous faire découvrir la 3D et la réalité virtuelle en vous montrant un gamin totalement ébahi par ce qu'il voit dans ce qui était très certainement l'une des plus grosses publicités mensongères jamais faites, hein, à moins que ce soit un hurlement de terreur ou je ne sais pas. Et en plus, ils nous servent leur catalogue de licences loin d'être pourris dans les noms utilisés. Hein. Du Batman livré avec la console, du Star Wars, du Judge Dredd et plein de titres Sega qui sortaient tout juste sur Saturn comme Virtua Cop, Panzer Dragoon ou Virtua Fighter. Mais à 30$ ou 200 francs chez nous, et même si c'est très stylé de pouvoir se prendre pour Vegeta en vrai, c'est bien de la merde, voilà, hein, parce que là où le Virtual Boy, il vous mettait la migraine en 20 minutes, là je vous jure que vous avez envie de gerber en 20 secondes. Et c'est normal, putain, je suis obligé de loucher sur un truc de merde qui est collé à une seule de mes deux rétines. Oh, je suis sur la Batmoto, enfin, à moins que ça soit bouche des gouches. Ah oui. Ce que vous entendez là, c'est les rues de Gotham City. Malheureusement, vous pouvez pas le voir. Il n'y a que moi qui profite de la zone. C'est quand même vachement moins chiant d'utiliser un truc comme ça parce que non seulement là, au moins, il y a un fond d'écran alors qu'il n'y en a pas là, parce que là, c'est transparent, donc je vois à travers. Mais en plus, là, j'ai pas à me faire chier à bien me le caler sur la tête. Ça marche direct. Quand il saute, tu comprends plus le sprite à quoi il ressemble. Et d'ailleurs, qu'est-ce que j'affronte là en fait ? Ah, niveau 2. À moins que non. Et putain, c'est quoi ce laser que j'ai dans l'œil là ? C'est pour m'opérer des yeux, j'ai rien demandé moi. En fait, la lumière du jeu se reflète sur le monocle. Ouah, la vache, je me suis aveuglé. Pourquoi je me fais chier alors que à faire ça ? Voilà, l'écran il est là. Voilà, là ça marche. Eh ben c'est vachement plus pratique. Et ça change absolument rien à l'expérience de jeu. C'est aussi à chier. Bref, c'est moins bien qu'une Game Boy ou même un Virtual Boy et ça fait bien moins envie qu'une 32 bits, voire même qu'une 16 bits sortie 6 ans avant. Mais bon, vous croyez que Tiger allait abandonner comme ça ? Mais bien sûr que non ! Ils ont essayé de pousser le concept du Airzone plus loin avec pas moins de 3 différentes versions de la machine, dont une version livrée avec le jeu Daytona USA. On peut quand même applaudir l'insistance de la marque alors que les critiques de l'époque disaient, je cite, que c'était un objet à jeter à la poubelle là où il appartient. En fait, ils ont même fait pire, parce que si le Airzone c'était le niveau souterrain, là on s'attaque au niveau infernal avec le Gamecom. Ouh, game.com, l'internet, le futur. Ça brille. Sur le papier, la machine a tout pour plaire, hein, surtout pour l'époque en 1997. Internet inclus, une bonne définition graphique pour du noir et blanc, enfin en tout cas comparé à une Game Boy, et un écran tactile 7 ans avant la Nintendo DS, avec des tas de fonctionnalités qui en font un petit PDA. Et Tiger avait une grande ambition. Ah, vous savez, avec le Gamecom, nous grimpions les montagnes, nous luttions, nous nous battions contre Nintendo. Mais qu'est-ce que tu racontes, mec? Nintendo, ils savent même pas que t'existes. Regardez cette merde. On voit rien. Qui veut jouer à un jeu vidéo sur un écran qui a la résolution de test de grossesse? Bref, ce fut une catastrophe au niveau technique ou marketing. Genre cette pub où un nain insulte une foule de gamers en leur disant que la Gamecom a plus de jeux que ces idiots ont de neurones. Ah bah nique ta mère, écoute. Et puis, c'est aussi trouver le positionnement de la console qui a donné des cauchemars aux commerciaux. Rappelez-vous que Tiger, les jeux électroniques, ça se trouvait dans le rayon jouets des magasins. C'est comme ça que les revendeurs perçoivent l'entreprise. Et donc, la console a naturellement été placée dans le rayon des jouets. Sauf que pour les jeux, ils allaient pas mettre Resident Evil 2 et Duke Nukem à côté des peluches de Wii Wii. Donc, la console était dans le rayon jouets, mais les jeux, fallait aller les chercher ailleurs. Bref, un bordel. Et cerise sur le gâteau, hein, la Gamecom, parce que ça se prononce Gamecom, hein, ça s'écrit game.com, mais on dit Gamecom, bah ça donne quand même envie d'aller sur le site internet, non? Je sais pas, c'est le putain de nom du produit. Eh ben, à l'époque, devinez sur quoi on tombe quand on allait sur l'adresse. Un site pornographique. Mais chez Tiger, ils avaient tellement pas prévu le coup qu'ils ont dû racheter le nom de domaine en urgence pour une somme d'environ 20 000 $, ce qui est considérable hein, pour l'époque. Mais c'est pas le pire, la console souffre de plusieurs énormes soucis. Genre Sonic Jam par exemple, le jeu rame tellement que c'est presque impossible de monter une colline. Bon, on va quand même essayer un vrai jeu pour voir ce que ça donne. Oui, Batman, où est Robin là-dessus? C'est lui? La musique est particulièrement... Je trouve que ça colle vraiment très bien à l'ambiance de Batman.
Ah, qu'est-ce qui... Ah, mais pourquoi est-ce qu'il jouit? Ah, je me fais masturber la couille. Putain, qu'est-ce qui se... Ah, mais qui a voulu mettre ce son, là? Je comprends pas où sont les boutons, pourquoi? J'ai rien compris. Attends, je suis vivant ou je suis mort? Je suis pas plus fan de beat'em up que ça. Mais bordel, qu'est-ce que c'est de la merde? On avance, on tape, on jouit, on tape, on avance, on jouit. Je me demande si c'est Danny Elfman qui fait la VO. Oh. J'en peux plus. Allez! Ah! Oh, elle fait chier. Non. D'ailleurs, pour vous dire, j'ai trouvé sur internet le témoignage d'un graphiste hongkongais qui a travaillé sur la machine, car le travail était en grande partie sous-traité là-bas. Témoignage anonyme, évidemment. Nous produisions juste les graphismes, le pixel art et l'affichage sur l'écran LCD. Les jeux Tiger, c'était juste de la merde. Le développement des jeux était vraiment mauvais. Le hardware du Gamecom était trop lent, et l'écran aussi. Le rafraîchissement vraiment mauvais. Indy 500 par exemple, quelle chure, injouable. Mais y a-t-il eu un seul jeu jouable? La machine en elle-même est une vraie merde. Fighters Megamix, c'est de la daube. Comment ont-ils pu accepter la sortie de ce jeu? Ouais, donc un avis mitigé chez les équipes. Et dites-vous qu'ils avaient prévu de sortir Castlevania Symphony of the Night et Metal Gear Solid dessus. Alors Tiger a bien entendu tenté de sauver les meubles en sortant une nouvelle version de la machine, la Pocket Pro qui apportait notamment le rétroéclairage en étant moins consommatrice de piles, mais la merde n'a pas pris au mur, comme ils disent. Mais Tiger Electronics, contrairement à ce que laisse croire leur nom, ça n'est pas que des jeux électroniques, ça reste aussi un fabricant de jouets. Et sur leur section jouets, il y a aussi des choses à dire, parce que c'est en grande partie grâce à celle-ci que Tiger sera revendu en 1998. Ils ont sorti pas mal de trucs que vous avez peut-être eu sans savoir que ça venait de chez eux, comme le Pokédex, ou le sabre laser Star Wars, jeu électronique, ou la baguette d'Harry Potter. Mais l'un des plus gros coups de la marque, en tout cas en Amérique du Nord, a été dans Maman, j'ai encore raté l'avion, sorti en 1992. Kevin, le héros qui se retrouve malgré lui à New York, fait une réservation d'hôtel. Il va au Plaza Palace, qui appartient alors à Donald Trump, qui fait un caméo dans le film d'ailleurs, et pour faire la réservation, il utilise un gadget, une sorte de gros magnétophone, qui lui permet de s'enregistrer et de modifier sa voix. Et derrière la fabrication de l'objet, on retrouve Tiger. Alors, au départ, ça devait juste être un accessoire de cinéma voulu par le scénariste John Hughes, qui, pour le concevoir, a demandé à Tiger de le faire, mais très vite, flairant le bon coup, Tiger obtient le droit d'en faire un jouet réel qu'il sorte en même temps que le film. Le succès n'est pas immédiat, il faut attendre la sortie de la VHS en août de l'année suivante, mais là, les ventes explose à Noël 1993. Rupture de stock, le truc est impossible à trouver. Faut dire qu'ils sont malins, dans la VHS, il y avait aussi un dépliant disant que le Talk Boy était vraiment disponible dans les magasins. Tiger sortira aussi une sorte de téléchien, uniquement en vidéo, à destination du marché américain. Ça s'appelle Toby Terrier and His Video Pals. Bizarre, mais bon. Je les trouve quand même infiniment moins flippantes que Téléchat, et c'était vendu avec une peluche interactive du héros Toby, qui réagit à la vidéo en bougeant la tête, en aboyant et en remuant la queue et en lançant des « Ah, eh bien, gratte-moi les puces !» Mais qui c'est qui va aller faire un traitement anti-puce ultra-violent ? C'est Toby! Mais bien sûr, impossible de ne pas parler du véritable raz-de-marée de chez Tiger, le Furby. Cette peluche qui ressemble à un croisement génétique bizarre entre un oiseau et un mogwai, commercialisé en 1998. Et il s'agit de l'un des jouets les plus vendus au monde, avec aujourd'hui plus de 58 millions d'exemplaires vendus. Pour vous rendre compte, 58 millions, c'est à peine moins que la NES de Nintendo. L'inspiration initiale des Furby provient des Tamagotchi, qui avaient popularisé le concept d'animaux de compagnie virtuels qu'on pouvait trimballer partout. Les créateurs de Furby, Dave Hampton et Caleb Chun, avaient noté que les Tamagotchi offrait des interactions assez limitées. Alors que le vrai fun, en vrai, c'est de les torturer, mais bon, vous êtes pas prêts pour ce débat. Les inventeurs de Furby voulaient une peluche physique qui interagirait avec les enfants en lui parlant et en s'animant. Alors, bon, l'intention est bonne, mais ils sont loin de se douter qu'ils vont mettre au monde une créature satanique qui se réveille et qui parle à 4h du matin dans la chambre de votre enfant. Et qui, accessoirement, sera banni de la NSA, qui voyait dans ce jouet le parfait espion, puisque selon l'agence américaine, Furby pouvait enregistrer et répéter des informations secrètes des agents. Les Simpsons en feront moult parodies d'ailleurs. Le projet est présenté à Tiger
Tiger à l'automne 1997 qui le sort pour Noël 1998 et c'est une folie aux États-Unis, à tel point que le jouet se revend plusieurs centaines, voire milliers de dollars. Les scalpers, c'est pas un phénomène qui date d'aujourd'hui. En France, la commercialisation est un peu plus bizarre. Puisque le jouet est lancé avec un disque signé Agnès et une publicité pour le moins étrange. C'est quoi cette merde? Et il y a même eu aussi un jeu Furby sur Game Boy Color, sorti uniquement au Japon, c'est Dancing Furby. Pour aller au bout de la logique de Tiger d'ailleurs, un jeu LCD Furby a été produit en 2000 et... eh ben, ça sera un petit peu la fin de l'histoire. Tiger, après avoir créé plus de 150 jeux LCD, a commercialisé ses derniers jeux électroniques dans les années 2000. Et on peut dire qu'ils ont quand même bien poncé le truc, hein, parce que sortir un machin comme ça, là, quand la PS2 elle est sur le point d'arriver dans les rayons, c'est osé quand même. Hein. Bref, Tiger sera donc absorbé comme beaucoup d'autres avant lui par le géant Hasbro, mais ça sera quand même une belle fin de carrière. Alors vous me direz, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de Tiger ? Un peu de nostalgie, pour les pubs, hein, surtout en vrai, parce que bon, ces trucs-là... Mais ça tombe bien, parce que contrairement à ce que je disais au début, la nostalgie, ça fait vendre. C'est pour ça que Hasbro a annoncé il y a quelques années, en 2020, la réédition des jeux électroniques LCD. De quoi sans doute faire une nouvelle collection de jeux pour ceux qui le veulent vraiment. Et il ne tient qu'à vous, les jeunes, si vous ne savez pas quoi offrir à vos parents nostalgiques, de continuer la longue tradition des cadeaux d'anniversaire pourris en offrant une Tiger à vos parents. La force est dans vos poches!